Je commence peut-être avec un petit mot par rapport à ce que M. Ackerman vient de dire à la fin. Moi, personnellement, qui n'ai pas une formation de spécialiste des finances, j'ai tendance à suivre votre argumentation, qui n'est pas seulement défendue par vous, mais par un grand nombre. Mais je n'ai pas encore expérimenté dans mon travail politique que, parallèlement à une réunion comme celle-ci et à cette argumentation, qu'un groupe qui se considère semblable à des spécialistes défendent des thèses à 180 degrés différentes. Et vous pouvez vous imaginer à quel point c'est difficile pour nous, hommes et femmes politiques, qui doivent décider maintenant dans cette situation extrêmement difficile. Ce sont toujours les innovations des banquiers qui finissent finalement dans la crise. Car de toute évidence, ces audacieux inventeurs sont d'une certaine manière aveugles par l'innovation de nouvelles pratiques d'affaires chez John Law, le rachat de crédit, plus tard le commerce avec les options, et qui n'évaluent pas bien la poudre contenue dans l'invention, le risque. Et à un moment donné, la poudre, le risque, explose. Et alors, l'innovation s'avère être le contraire du progrès, voire être une catastrophe. Et avec ceci, nous sommes très proches du présent. Quelle est aujourd'hui l'innovation qui nous a précipités dans la crise? Mesdames, messieurs, ce n'est pas seulement une innovation. Si j'essaie de compter correctement, et vous avec moi, ce sont au moins 3, voire 4 innovations. La première innovation du système bancaire moderne sont les centres de finances exempts de contrôle et la création d'un marché interbancaire. Un marché interbancaire où chaque banque qui est enregistrée peut demander des prêts aux autres. Mesdames, messieurs, c'était une affaire merveilleuse, car les banques se coupaient ainsi, premièrement, du contrôle, deuxièmement, de leur propre banque centrale. Elles n'en avaient plus besoin maintenant. La banque de correspondance a remplacé la banque centrale. On a contacté des crédits là-bas, au lieu de passer par la réglementation stricte d'une banque fédérale ou de la Banque centrale européenne. Et on a déclaré que l'épargnant est superflu, car l'épargnant est le fournisseur d'argent traditionnel d'une banque. Mais les banques ont fait encore une innovation qui résulte de l'innovation première. Elles ont inventé de tout nouveaux titres de valeur. Aujourd'hui, bien sûr, nous savons que ces titres de valeur sont des titres sans valeur, mais lors de l'innovation, ce n'était pas encore bien connu. Ces titres ont des noms fantastiques qui n'existaient pas non plus jusqu'alors. Direct Asset Bracket Securities, ABS. Collateral Debt Obligations, CDO. Credit Default Swaps, CDS. Avec ces titres, qui sonnent de façon si fantastique et si professionnelle, on a sécurisé les dettes des banques et simultanément, on a placé en bourse l'argent gagné par la vente de ces titres de manière la plus lucrative, pas seulement au pluriel, mais au superlatif, et on a fait monter le cours des actions. Il y a encore quelqu'un que nous devons inclure dans ce jeu des innovations. L'administration de contrôle des crédits ne s'appuie pas seulement sur de simples bilans, mais sur des bilans contrôlés. Il existe des contrôleurs économiques et il existe surtout des agences internationales de notation. Mesdames et messieurs, le contrôleur est devenu complice. Et ces agences de notation sont, il faut presque le dire, le pire cartel de l'histoire des finances récentes. Il y en a 3 grosses: Standard & Poor's, Moody's et Fitch. Oui, mais nous avons encore une innovation, une troisième.
Bien qu'on avait maintenant ce marché fabuleux, bien qu'on avait ces fabuleuses notations, il fallait quand même compter avec le fait qu'à un moment donné, la vente des nouveaux titres sans valeur allait s'arrêter. Le marché, en effet, ne sont pas seulement de bonne humeur. Il se pourrait que de temps à autre, on reste assis sur ces titres. Et là, il fallait trouver quelque chose pour éviter de tels hasards, qui sont désagréables. Et on a trouvé. On a trouvé le Special Purpose Vehicle, la société de circonstances. On a fondé une société qui était en vérité une fille illégitime de la banque, mais qui n'apparaissait jamais en tant que telle. Elle a été déclarée comme cliente. On a donné une grande partie des nouveaux produits financiers à ce Special Purpose Vehicle, ce SPV. On lui a donc fait crédit, et comme dans le cas de John Law, on a acheté les titres qui, entre-temps, se sont avérés d'être de la ferraille, du poison, des détritus toxiques, et on les a achetés à crédit. C'est ainsi que cette partie de risque est sortie du bilan de notre banque. Son bilan apparaît impeccable. Entre nous dit, je trouve que de grandes parties du monde de la finance sont criminelles. Ce qui se passe là est un crime à mon avis. Ce n'est pas seulement une infraction contre les bonnes manières, mais c'est une infraction contre tout ce qui nous est sacré, au moins dans cette partie du monde. Que quelques individus s'enrichissent sur le dos de tout le monde et s'enrichissent au point qu'ils ne savent plus où mettre tout cet argent, moi, je trouve que c'est un crime du capital. Là, vous pouvez voir sur Google tout ce qui signifie en allemand crime du capital. Dans ce cas présent, c'est réellement un crime du capital, pour du capital à cause du capital. Je trouve, au moins, de mon point de vue, que c'est un crime parfait. C'est de la perfection et c'est par excellence des structures qui ont été installées et qui ne font rien d'autre que de multiplier l'argent. Et cet argent cherche des établissements, des placements où il pourra se multiplier. Entre-temps, des billions d'argent virtuels se trouvent sur le marché et personne ne les maîtrise plus. Des ordinateurs traitent avec des ordinateurs, de l'argent est fabriqué à partir de rien, alors qu'on sait tous, de rien ne vient rien. Ça ne peut vraiment pas fonctionner. Voilà probablement la réalisation du crime parfait. Que se passera-t-il lorsque le crash viendra? Nous voyons que le crash financier est très probable parce que nous réalisons de plus en plus que la multiplication de la quantité d'argent, cette multiplication sans retenue de la quantité d'argent, et cela depuis la dissolution de l'équivalent en or, cela veut dire qu'on a imprimé de plus en plus d'argent. Et cette crise s'est amplifiée constamment. Lorsqu'en 2002, mon livre est apparu, j'ai été extrêmement diffamé. Pendant 5 ans, j'étais le moins apprécié de la part des fonctionnaires, des politiques, des banquiers, etc., qui me donnaient le titre de cinglé. À l'époque, personne n'a pensé que la crise pourrait arriver. En conséquence, à cette époque où la valeur de l'or était à $250, les gens disaient « Retirez-vous de ces affaires. L'or ne peut pas chuter encore. Vous devez investir dans les valeurs financières. Celles-là vont grimper. » Et à l'époque, celles-ci grimpaient effectivement, et même énormément, puisque la quantité d'argent augmentait également. Et comme on n'a pas vu pourquoi la quantité d'argent augmentait, mais les gens se disaient « Si moi j'ai plus d'argent en main, peu importe ce que cela a comme valeur, je serai riche. » Tous se sont bousculés dans les instituts financiers et comme cela a été prédit, ils se sont brûlés les doigts comme les instituts financiers. Et nous avons fait une deuxième recherche sur l'escroquerie mondiale de l'argent et nous l'avons représenté de façon systématique dans notre livre qui a été diffusé des centaines de milliers de fois dans le monde entier. Et au fond, cela a eu, par conséquence, la perte de confiance dans le dollar, car nous avons montré que l'argent, spécialement le dollar, a été flottant et changeait constamment de cours.
constamment, les dollars existants ont été consolidés avec de nouveaux dollars imprimés. Et ainsi, la quantité a augmenté. En 35 ans, la quantité d'argent a été multipliée 40 fois, alors que les valeurs réelles sont seulement quadruplées. Ainsi, il s'est formé une bulle énorme d'argent non approvisionné en valeurs réelles. Et ça, c'était le problème. Quand on a annoncé que la Federal Reserve Bank, Fed, n'était pas une banque de l'État, mais une banque privée qui a fait de toute cette escroquerie au bénéfice de ses propriétaires privés, alors les gens ont réalisé que probablement cela ne pouvait pas avoir une bonne fin. Et effectivement, ce n'était pas bon du tout. Lorsque la bulle immobilière a éclaté, c'était le début d'une correction qui devait venir. Je pense qu'il y avait plus de gens qui le voyaient que ceux qui l'ont attesté par la suite. Entre-temps, tous l'ont vu. D'ailleurs, c'est toujours comme ça quand une évolution s'impose. Après, tous affirment l'avoir vu. La raison pour laquelle on ne l'a pas dit est que les banques internationales forment un gros réseau. Et ce réseau n'a pas seulement fait cette escroquerie par le biais de la Fed, mais les propriétaires des banques l'ont fait pratiquement eux-mêmes. Et ils n'ont pas non plus voulu que cela se sache. Ils ont fait de la désinformation, car les médias mondiaux leur appartiennent. Et ainsi, les médias ont toujours publié ce qu'ils voulaient. Ce n'est pas étonnant non plus que les agences de notation ont fait pareil, car les banquiers contrôleurs appartiennent comme par hasard aux mêmes banquiers. Ceux qui travaillent ensemble étaient de la porte à côté. C'était un véritable crime mondial de l'argent. Et ce crime mondial de l'argent a pu rester caché uniquement parce que les Américains n'ont pas gardé ces montants invraisemblables de multiplication d'argent dans leur pays, mais ils les ont pompés dans le monde entier. C'était comme une floraison simulée. Tous étaient contents, ça fleurissait sans arrêt. Oui, effectivement, cela fleurissait, mais d'un point de vue monétaire. Des affaires invraisemblables ont été faites, des crédits faramineux ont été accordés. Recevoir de l'argent et placer de l'argent était finalement le secret pour la prospérité. Si on croyait que l'argent était la fortune, alors on pouvait faire fortune uniquement avec des instituts financiers. Et dans cet état général de bonheur, les banques ne voulaient bien sûr pas gâcher leur affaire et ont, je pense internationalement, fait perdurer cet état de créance. Toutefois, je dois dire, j'ai parlé à ce sujet avec beaucoup de banquiers qui m'ont insulté. Ils étaient tellement bêtes, ils n'ont rien compris. Une grande partie des banquiers n'a pas intentionnellement escroqué, mais ont été eux-mêmes escroqués. Ils ont été trop bêtes de reconnaître le développement qui avait eu lieu. Je n'ai pas oublié que, pendant mes vacances en été 2007, le président actuel de la Banque fédérale m'a envoyé un texto qui disait « La IKB est en danger » et que juste avant l'ouverture de l'opéra à Salzbourg, je lui ai demandé « C'est quoi la IKB ?» Cela n'était pas un signe de mon ignorance des détails, mais la IKB n'a jamais été le centre de discussion, elle fonctionnait bien. C'est le départ pour une toute nouvelle sorte d'occupation qui, à partir de là, qui jusque-là n'était pas entretenu par une personne, sauf si c'était un spécialiste de la branche.